The French invaders. Howdy Renaud et meilleurs vœux. Salut Pascal, meilleurs vœux aussi. Ah bah je suis ravi, dis-moi, je vois que l'année 2025 commence très bien pour toi. Tu t'es enfin laissé sortir de ton pénitencier fédéral grâce aux grâces de Trump, non? Oui, on peut dire ça, Parce oui. que je vous explique à nos auditeurs, tous les précédents épisodes de French Invaders étaient enregistrés, en ce qui concerne Renaud, à partir du pénitencier fédéral de Leavenworth, bien sûr, où il avait été enfermé pour avoir osé jeter une tomate pourrie à 1000 mètres du Capitole en criant Kamalalala, démocrate crate. Voilà. Donc je suis ravi que tu sois enfin libéré. Bon, plus sérieusement, c'est pas tellement les grâces de dernière minute que vient de prononcer Biden, mais c'est un scandale de proportion mais biblique à ce niveau-là. C'est c'est du jamais vu là pour le coup. Alors ce qui est d'autant plus étonnant avec cette vague de grâce présidentielle. D'abord, il avait quand même déjà innové avec la grâce accordée à Hunter, puisque elle exonérait Hunter pour y compris des poursuites qui n'avaient pas encore été engagées. Donc c'est des grâces préemptives. C'est même pas une grâce. Ce sont des grâces c'est une amnistie en fait. C'est une amnistie générale. Disons que même l'amnistie en fait ne concerne que des choses du passé. Il n'y a pas d'amnistie pour l'avenir. Pour des infractions qu'on n'a pas commises. Ouais. Donc pour des jugements dont on n'a pas fait les frais. Ouais. Disons que la différence d'ailleurs entre une amnistie c'est qu'une amnistie, c'est qu'on paye, en gros, on donne une. On supprime l'amnistie, c'est qu'on supprime complètement la condamnation. Elle n'existe plus. Oui, mais l'amnistie, c'est en fonction d'un certain de certaines infractions. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont condamnées, qui ont un certain nombre de contraventions sont globalement amnistiées. Donc ça, c'est différent. Comme ça avait été fait en France sous Mitterrand, par exemple, pour donner un exemple. Exactement. Bah, tu te rappelles à l'époque, on 81, 86, 88. Oui, c'était les contraventions. Donc toutes les non, pas que. Il y a des gens qui sont sortis de prison. Je te rappelle qu'en 81. Ah mais non, mais ça c'est pas pareil. Ça sont des grâces à ce moment-là. C'est non. Il y a eu des amnisties. Oui. Amnistie générale, par exemple, c'est ce qui a permis à un certain nombre de gens, notamment d'Action Directe, de sortir en 1980. Ils ont foutu beaucoup de monde dehors. C'était pas des grâces, c'était des amnisties. C'était des amnisties. Bon. Ils ont décidé des amnisties pour tout ce qui était les prisonniers politiques, bidule machin, etc. Parce qu'à l'époque, la Cour de sûreté de la République existait encore. Mais une grâce, c'est la différence, c'est qu'elle est individuelle. C'est individuel. C'est attribué à un individu en particulier. L'amnistie, c'est une classe de délit ou de contravention. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a fait alors Biden là? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, c'est bon. Alors d'abord, il avait accordé cette grâce présidentielle à son fils Hunter il y a quelques semaines, ce qui avait déjà pas mal défrayé la chronique parce qu'en fait, ça c'était déjà une grâce préemptive et surtout en fait, il s'était déjà renié puisque il avait plusieurs fois fait des déclarations disant qu'il n'accorderait jamais de grâce aux membres de sa famille. Alors là, non seulement il s'est dédié en accordant une grâce à Hunter, mais il est allé plus loin puisqu'il a accordé une grâce dans les quelques minutes qui ont précédé en fait la fin de ses fonctions présidentielles, dans les heures qui ont précédé la fin de sa fonction présidentielle. En fait, on a appris d'ailleurs que Trump l'a appris à peu près 5 minutes avant de prendre la parole pendant la cérémonie d'investiture. Donc c'est pour ça d'ailleurs que en même temps, je crois qu'il était vraiment furieux pendant la cérémonie d'investiture. Ça se voit, ouais. Ça se voit et donc accorde toute cette série de grâces présidentielles d'abord aux membres de sa famille dont son frère qui est notoirement un des plus gros escrocs des États-Unis. Alors là il y a à boire et à manger dans les activités de James Biden il y a même de la fraude entreprise familiale de trafic d'influence. Ah oui, non mais
existe depuis 30 ans. Non, mais il y a aussi des choses, enfin, là-dedans, il y a de la fraude à Medicare, etc. Enfin bon, c'est délirant. C'est le frère de Biden est vraiment un escroc, un bandit de grand chemin, hein. Mais surtout, alors bon, il y a la famille d'abord qui reçoit des grâces présidentielles. Donc Biden se dédie une fois de plus, c'est-à-dire que là, il accorde une grâce présidentielle à tout le monde. Encore une fois, pour des infractions pour lesquelles aucune de ces personnes ne sont aujourd'hui poursuivies. Exactement, c'est ça qui est parce que c'est du délire, quoi. C'est à la rigueur dans la grâce accordée à Biden, si tu veux, il y avait quand même un certain nombre de poursuites qui avaient été engagées, voire de condamnations qui avaient été prononcées. Il y a eu des condamnations, les plaidés coupables, ouais, c'est donc, ça, Hunter Biden. Donc là-dessus, là c'est complètement pour le reste de sa famille mise à l'abri de son système de corruption, quoi. Mais c'est plus grave que ça parce qu'alors il y a la famille. Bon, c'est déjà sur le plan des symboles, c'est extrêmement grave ce qui se passe avec. J'imagine la tête des démocrates, quoi. Avec la famille, de l'électeur démocrate de base aujourd'hui. Mais surtout aussi, il y a alors Fauci, qui est quand même l'homme le plus détesté des États-Unis, y compris, soyons clairs. Y compris par moi-même, s'il y a vraiment une personne au monde que je voudrais voir derrière les barreaux, c'est Anthony Fauci. Mais je pense que lui, il va devoir changer de pays, parce que s'il marche trop dans la rue, il va lui arriver des bricoles. Donc Anthony Fauci, c'est quand même très, 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 très problématique. Et d'autant qu'alors là, Anthony Fauci, il n'y a aucune poursuite engagé pour l'instant. Le problème et puis Anthony Fauci et puis et je crois que c'est encore pire quelque part que Anthony Fauci, il y a tous les membres de la commission sur le 6 janvier. Qui, alors, encore une fois, quoi, cette commission sur le 6 janvier? C'est une commission d'enquête parlementaire donc sur les événements du 6 janvier. Dans laquelle ceux qui t'ont emmené en prison à Leavenworth, on est bien d'accord. D'accord. Donc c'est parmi les personnes qui font l'objet d'une grâce présidentielle dans la commission du 6 janvier, on retrouve notamment Liz Cheney, on retrouve Adam Schiff. Comme par hasard. Alors lui, il a d'autres choses non plus. Il n'avait pas été viré il n'avait pas été désavoué par la Chambre des représentants pour avoir fait fuiter des documents secrets. Alors Adam Schiff, encore une fois, alors là c'est c'est une crevure lui aussi, c'est phénoménal. Adam Schiff, c'est quand même un des personnages clés dans le Russiagate. En même temps. Donc tous ces gens-là bénéficient d'une grâce présidentielle. Donc là mais encore une fois pour des infractions pour lesquelles ils ne sont pas poursuivis. Ah non, personne. Et en fait donc qui n'existent en fait même pas puisque personne n'est pas en fait ils sont graciés de tout, quoi. Ils sont graciés de tout. Une carte de sortie de prison, quoi qu'il arrive. Et surtout, ce qui est quand même très, très, très problématique, c'est que on sait très bien que pourquoi. Alors, d'abord, la question maintenant qu'on se pose, c'est que lorsqu'on accorde une grâce présidentielle à quelqu'un pour des crimes pour lesquels il n'est pas encore poursuivi, c'est quelque part un aveu qu'il y a véritablement en tout cas de forts indices de culpabilité. Donc encore de fortes chances d'être condamné si jamais. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Alors d'ailleurs c'est très intéressant parce que juste pour revenir pour rester sur Adam Schiff, il y a une vidéo qui ressort pas mal sur les réseaux sociaux où il est interviewé par Joy Reid en 2020 dans lequel il est interrogé sur la possibilité, ça avait été une rumeur à l'époque, la possibilité que Trump accorde un certain nombre de grâces préventives. Et il est interrogé et Joy Reid lui dit une grâce préventive, ça veut dire par définition, a-t-on déjà envisagé d'accorder une grâce préventive à quelqu'un qui ne serait pas coupable? Donc et Adam Schiff dit bien évidemment c'est pas possible. C'est une impossibilité juridique, quoi. C'est une impossibilité juridique. Donc aujourd'hui on voit, et alors il y a des individus aussi comme Jamie Raskin qui est d'ailleurs un des membres de la Chambre des représentants du représentant de Maryland. Donc c'est vraiment ces histoires de grâce préventive particulièrement pour les
membres de la commission du 6 janvier. Non, mais je veux dire, attends, je me mets de t'arrêter. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette commission, en fait, pour craindre autant les foudres de la justice? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces membres-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De la dissimulation de preuves. C'est de la dissimulation de preuves, non de la destruction de preuves, afin d'envoyer en prison des innocents qui viennent d'ailleurs de bénéficier eux d'une grâce présidentielle. Mais attention, là on est dans mais cette fois-ci une grâce présidentielle de début de mandat par Trump, puisque ceux-là croupissent dans des prisons où ont dû négocier des accords de plaidés coupables, etc. Donc là on retrouve quelque part l'orthodoxie de la grâce présidentielle, puisque ils sont exonérés de peines qui ont déjà été prononcées contre eux et qui sont en cours d'exécution souvent. Donc on est bien d'accord, c'est parfaitement légal là pour le coup. Là pour le coup c'est mais est-ce que ne crois-tu pas que ces grâces préemptives de Biden, crois-tu pas qu'il y a pas des gens qui vont s'amuser à attaquer ça en justice, parce que c'est du délire, quoi. Non, mais de toute façon, non seulement il y a des gens qui vont s'amuser à attaquer ça en justice, mais en plus la Cour suprême, c'était mieux la Cour suprême en face de ça, que veux-tu qu'ils disent à part, mais c'est parfaitement illégal. Ces gens n'ont été condamnés pour rien. Donc on voit pourquoi pourrait-il donc être grave? Tout simplement, Pascal. D'abord, juridiquement, effectivement, ça tient pas. Et à mon avis, il va y avoir des tentatives quand même de poursuivre, notamment des gens comme Fauci, mais aussi les membres de la commission du 6 janvier. Et rien n'interdit en fait de les poursuivre. D'ailleurs, le but civil en plus, parce que ça peut faire mal. Ça peut aussi faire mal. Le but de ces grâces présidentielles, c'est d'empêcher précisément qu'il n'y ait des poursuites ou qu'il n'y ait des enquêtes, afin qu'on découvre ce qui s'est passé. C'est ça le nerf de cette question des grâces présidentielles. Or, effectivement, si on ne peut pas aboutir à une condamnation, parce qu'en fait une grâce présidentielle, ça confère non pas une immunité de poursuite, mais ça confère une immunité d'exécution. C'est pas la même chose. Donc le problème, c'est que si on engage des poursuites qui ne peuvent déboucher sur aucune condamnation, il est clair que du point de vue du contribuable, c'est un gaspillage d'argent public. Maintenant, effectivement, si la constitutionnalité de ces grâces préventives est contestée devant la Cour suprême, et il me semble que la Cour suprême là-dessus, je vois mal comment la Cour suprême comment est-ce qu'il pourrait dire, mais attendez, non mais donc là-dessus, il va effectivement y avoir une bataille juridique sur ces grâces préventives, qui va sans doute maintenant. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans l'opinion publique, ça a planté clairement l'idée que tous ces gens sont coupables de quelque chose qui est absolument inavouable. C'est ça Bien sûr que oui, mais ils le sont, on le sait. Ils le sont. Donc Fauci, alors il y a même aussi, alors ça c'est très très intéressant, il y a aussi Milley, qui est le chef d'état-major. Mais l'ancien chef d'état-major des armées. L'ancien chef d'état-major. D'ailleurs, dont le ton. Quoi, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ah mais là-dessus, c'est très 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 bizarre. Là, l'Ukraine. Du coup, il n'y a aucune poursuite actuellement engagé contre Milley, donc c'est la même chose. Personne ne parle de le poursuivre d'ailleurs, hein. Alors, je pense qu'à mon avis, ce qui est les indices d'activité criminelle de Milley concerneraient ses positions dans tant que chef d'état-major lorsque Trump était président pour la première fois. Apparemment, ce serait dans ses relations avec Trump lors de son premier mandat que Milley aurait trahison. C'est exactement. Là, c'est extrêmement grave. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors que maintenant, il est complètement évident que dans l'esprit de la plupart des Américains, enfin en tout cas des Américains qui prêtent attention à ce qui vient de se passer avec ces grâces présidentielles, tous ces gens-là ont commis des agissements criminels qui doivent sur laquelle nous voulons que toute la lumière soit faite. Donc c'est vraiment quelque part c'est d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue juridique, c'est une aberration.
Politique aussi. D'un point de vue moral, c'est quand même là, on vient de passer quand même. Mais c'est là, on a franchi une nouvelle étape avec ce genre de choses. Et en même temps, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est on accorde la justification, c'est d'accorder ces grâces afin de lutter contre le fascisme. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que accorder des grâces préventives au motif de l'antifascisme, tu conviendras que le paradoxe est quand même assez... Oui, effectivement, et même en droit anglo-saxon, a priori, on ne peut être, on est poursuivi que pour des faits qu'on a potentiellement commis. Hein. Exactement. On n'est pas poursuivi pour ce que l'on n'a pas fait, pour ce que l'on n'a pas dit. Donc, et surtout, effectivement, maintenant, on voit très très bien que ces grâces présidentielles sont des grâces présidentielles en plus qui sont accordées à des bas exécuteurs des dessins les plus. C'est même pas des lampistes en fait. Hein, non, c'est vraiment, ce sont plutôt c'est vraiment les bas exécuteurs. De sombres dessins présidentiels de cette présidence Biden dont on n'a pas fini de parler, parce que là, il faut quand même voir, c'est aucune présidence des États-Unis, mais je crois même aucun. C'est du délire, ouais. Aucun mandat en fait aucun mandat d'un président ou d'un chef de l'exécutif ne se termine avec autant de points d'interrogation, autant de questions. Mais surtout, on sait très bien ce qui se passe. Mais bon, on va revenir. Mais d'un point de vue politique, c'est quand même du. Et puis, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue stratégique, en même temps, ça attire précisément l'attention sur le fait qu'il y a des agissements criminels qui ont été commis de manière industrielle pendant toute cette présidence Biden, des agissements qui sont complètement exorbitants du droit commun et des agissements qui sont des agissements de type de répression de l'opposition politique, des opposants politiques. Donc vraiment des choses, on est dans du très 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 lourd ici. Alors, mais donc maintenant, puisque cela, malheureusement, heureusement, ces grâces ont eu pour effet de mettre en plein jour ces agissements. Exactement. Non, il n'y aura pas besoin de grâce, on est bien d'accord. Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, maintenant, les anciens de l'administration Biden n'ont plus un putain de jeton de négociation. C'est fini, quoi. Donc là, en face, je pense que l'administration Trump va pouvoir frapper comme une sourde sur ces gens-là. Alors, à partir du moment où les grâces seront peut-être annulées, mais sur tout le reste. Parce que là, on a vu effectivement les préposés aux basses œuvres, mais de très haut niveau. Maintenant, il y a tous ceux qui sont en dessous et autour. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'était de voir la tête d'Obama pendant la cérémonie d'investiture. Il était clairement terrifié. Je crois qu'Obama a appris à peu près en même temps que Trump, en fait, ses grâces présidentielles, et il était clairement terrifié. Ça risque aussi de lui péter à la gueule, parce que ça va remonter jusqu'à lui. Ça va remonter jusqu'à lui, ça c'est une évidence. Donc là-dessus, il se passe quand même des choses, et je pense que c'est vraiment un événement absolument déterminant, à tel point d'ailleurs que je pense que c'est un point de pivot quantique à ce niveau-là. Oui, à tel point d'ailleurs que ça a quand même ça a effacé un petit peu presque toute cette journée assez particulière et assez extraordinaire qui était la seconde investiture de Trump. Il se passait des choses, mais quand même l'affaire des grâces présidentielles et je dirais de cette journée remplie d'événements, celle qui est à mon avis la plus lourde de symboles. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais là j'avoue que quand j'ai appris ça, je dis, mais c'est pas possible, ils ont pas osé, mais quand même, ils ont pas osé. Et il y a ce superbe proverbe berbère que j'adore, c'est Teraf Mathias Shemshin. Donc ça veut dire, ils ont peur, mais ils n'ont pas de honte. Oui. C'est carrément ça, quoi. D'ailleurs, c'est la même chose en Europe, là, quand tu vois, avec Hello Kitty, c'est tout le tremblement, les mecs, ils sont terrorisés, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir, quoi? Oui. Non, le critiques, en fait, c'est très simple. Ça consiste à l'État français est terrorisé, qu'effectivement, Twitter devenu X rend public toutes les interactions et les demandes de censure que lui a adressé l'État français, mais depuis le début.
Il y avait On a quand même un article. Ouais. il y avait d'ailleurs juste pour peut-être pour terminer sur les grâces, je pense qu'on en reparlera de toute façon. Ah oui, parce que il y avait un très très bon article de l'excellent Elgato Malo, Ouais, Bad Catitude, sur les grâces impardonnables, les unpardonable pardon, qui est vraiment, et lui insiste vraiment sur la gravité en fait des grâces présidentielles accordées aux membres de la commission du 6 janvier. Donc ça c'est éminemment grave, hein, parce qu'on a affaire à une manipulation politique, mais clairement politique, hein, transpartisane, et surtout c'est qu'on voit vraiment le parti unique, hein, là, hein, avec Liz Cheney, c'est quand même. Enfin, Kamala Harris qui est ravie d'avoir été soutenue officiellement par la famille Cheney, quoi. On est en plein. Dick Cheney est un criminel de guerre, c'est un escroc criminel de guerre. Bon, mais c'est quand même assez. Je pense que c'est peut-être la fin d'une période, la fin des néoconservateurs. Moi, je pense que ça marque leur mort définitive, quoi. On verra, parce que mais il est clair que là ils viennent de prendre un sacré coup. Et il y en a un deuxième. Alors là et là ça vient, c'est plutôt cette fois-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le décret présidentiel signé par Trump qui s'appelle Holding Former Government Officials Accountable for Election Interference and Improper Disclosure of Sensitive Governmental Information. Wow, c'est un peu long. Dans le décret présidentiel visant à tenir responsables de leurs actes des anciens hauts fonctionnaires fédéraux pour leur interférence dans les élections. Exactement. Et la divulgation d'informations couvertes par le secret de la défense nationale. Exactement. Et or, là-dessus, qui sont les gens visés par cet acte, ce décret présidentiel? Il y a 51 membres de la communauté du renseignement, et pas des moindres. 51 signataires de la fameuse tribune, non? Exactement, et pas des moindres qui Morel, toute la bande, ouais. Qui se voient en fait privés de la protection du security clearance, en fait, du secret défense. Alors ça va aussi plus loin que ça, parce que à partir du moment où t'as plus de security clearance, tu peux plus bosser. C'est fini. Oui, c'est-à-dire ces gens-là qui sont des anciens, en fait, c'est pas, alors à part Morel qui était le directeur adjoint de la CIA à l'époque, la plupart sont des anciens mais qui continuent à travailler comme des contractants pour des cabinets de conseil, des sous-traitants de la CIA, de la NSA et de l'ensemble de l'appareil de renseignement américain. Et donc non seulement ces gens aujourd'hui là ne pourront plus arguer du secret défense pour leur défense, hein, mais en plus, ils ont plus de boulot. Ça dit là sur le fait qu'ils ont plus de boulot, pas tellement, parce qu'en fait si on prend ils peuvent effectivement plus travailler, être consultants pour le Pentagone, pour le département d'État et bien évidemment pour la CIA ou pour les agences de renseignement, pour la NSA, etc. Mais en revanche, si tu prends la plupart des noms qui sont sur cette liste, alors je vais quand même te les donner, ils émergent tous comme experts sur les chaînes d'information en continu. Clapper, Brennan, Hayden, tous ces gens-là émergent à MSNBC, NBC, CNN, etc. Donc alors parmi les noms justement, on retrouve quand même Clapper, qui est ancien chef directeur of National Intelligence. On retrouve Hayden qui a été NSA CIA, non, si je me NSA CIA, et puis aussi aussi ancien directeur de National Intelligence. On retrouve Panetta qui a été ancien secrétaire à la défense, et puis chef de la CIA, directeur de la CIA. On retrouve Brennan qui a été directeur de la
CIA sous Obama. On retrouve après des noms un peu moins connus comme Neida Bacos ou John Seifer, qui sont plutôt, alors là, si tu veux, des gens qui ont ouvert des sortes d'officines d'intelligence, de renseignement. Et puis, alors, c'est très très intéressant. On retrouve John Bolton. Alors là, c'est quand même, c'est le plus drôle. Ah, c'est bon ça. C'est John Bolton quand même. Et là, c'est classique Trump. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et là, Bolton vient de recevoir un exocète de la part de Trump, dont il se rappellera. C'est que le début, à mon avis. C'est que le début. Donc là-dessus, Bolton, qui quand même, je rappelle, qui a été conseiller de Trump en fait à la sécurité nationale pendant son premier mandat, que Trump a viré et qui est ensuite allé se répandre dans une espèce de livre diffamant contre Trump. Et Bolton, qui est quand même un des pires néoconservateurs. Je rappelle quand même qu'il était ambassadeur à l'ONU sous George W. Bush au moment de la guerre en Irak. Donc c'est vraiment une des pires créatures du Marais. John Bolton. Donc là, il y en a beaucoup, hein. Nuland, il y en a un certain nombre qui sont morts maintenant, comme Rumsfeld. Mais il y a toujours Cheney qui est là, le pire quand même, le pire de tout, c'est Dick Cheney. Lui, j'aimerais bien qu'il lui arrive des bricoles, quoi. Ben oui, mais Cheney n'est pas sur cette liste, mais en revanche, là, c'est assez réjouissant de voir apparaître tous ces noms. Donc là, ceux-là, ils vont prendre cher. Là, maintenant et encore une fois, et c'est parfaitement normal puisqu'ils se sont mêlés d'élections, aller dire que non mais c'est cette manipulation. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la raison pour laquelle, et particulièrement l'interférence dans les élections qui est visée dans le décret présidentiel, c'est la lettre ouverte qu'ils avaient rédigée sur l'affaire Hunter Biden en disant qu'il s'agissait de désinformation russe. Donc là-dessus, ça leur revient quand même à la figure comme un boomerang. Donc c'est. Ils vont finir en prison ces gens. Là, ça va quand même chauffer pour ces gens-là. Et Hillary Clinton, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que franchement, quand on remonte à ça. Hein. Bon, je dirais qu'on tire pas sur les ambulances. Ouais, mais si, quand même, c'est drôle. Donc tu t'es pas dessus, tu poses une mine anti-char, ça suffira. Non, je pense que le décret présidentiel, alors là sur les 51 membres de la communauté du renseignement, là c'est vraiment, je dirais que c'est quand même un peu le pendant de ces grâces présidentielles infamantes quand même. Là, c'est assez. Moi, ce qui m'intéresse, mais qu'est-ce qui va se passer aussi, bon, déjà d'un point de vue judiciaire, donc je pense que Pam Bondi sera confirmé comme Attorney General, donc comme ministre de la Justice. Moi, elle m'a profondément surpris, Barbie. Oui, elle était bien. Elle était excellente. Elle s'est pas laissée, et les types, voilà, de même manière que même Exet, qui a une tête de con, Exet, c'est clair. Bon, voilà, passons. Je suis pas sûr qu'ils soient très compétents. Mais il a été aussi également très bon. Bon, c'est des gens qui ont l'habitude des médias également, donc faut pas l'oublier, quoi. Mais Pam Bondi, impressionnante, hein. Oui, mais ça, je dirais que c'est bon. Souvent, ça se passe un peu comme ça. Bon, si tu veux, il y en a des plus ou moins bons. En faveur, et elle le sait, donc elle peut rentrer dedans, c'est vrai. Donc elle peut rentrer dedans. Bon, là-dessus, c'était pas. De toute façon, même le Washington Post, en fait, la semaine avant, en fait, avait fait une sorte d'article, en fait, avec, tu sais, des pouces vers le haut, pouces vers le bas, pour toutes les nominations de Trump, et Bondi, c'est Bondi, et puis avait un pouce vers le haut. Hexet, non, en revanche. Non, donc, mais elle a fait du bon boulot, pas de Bondi en Floride en plus, franchement. Oui, non, mais là-dessus, elle a été apolitique, elle a fait son boulot de procureur général, il y a rien à dire, hein. Mais quelque part, à côté de tout ce qui s'est passé hier, je dirais que cette semaine de ces auditions au Sénat, c'est du pipi de chat, hein. Là, il s'est quand même passé. Non, alors, je suis pas d'accord avec le truc, moi que j'attends, c'est
ces auditions parce qu'ils vont essayer enfin, à mon avis, ils auront du mal, là, maintenant. Justement, alors, parce que moi, la personne, quand même, la plus centrale, là, il y a deux personnes, bon. Tulsi Junior, bien sûr, et surtout Tulsi Gabbard. Ouais. Pour remettre de l'ordre dans le blob, il y a qu'elle, soyons clairs, qui aura les ovaires de le faire. Et ça, j'attends. Et donc, et d'après toi, quel va être l'impact des grâces et donc du décret présidentiel sur les 51 de la communauté de renseignement en la matière? Est-ce que tu crois que c'est un truc qui va permettre à Trump de dire, surtout au rang des républicains, parce qu'il y en a comme Tom Cotton qui sont complètement fous, on est bien d'accord, voilà. Maintenant les gars, vous taisez, vous rentrez dans le rang, sinon vous allez vous prendre des primaires bien avec des adversaires très bien financés, quoi. Est-ce que c'est ce qui va se passer ou pas? Oui, c'est évidemment. Alors, on va avoir une série de révélations là. C'est-à-dire que là, on va ouvrir les caisses de secrets et puis les relâcher au public. C'est ça qui va se passer. Donc là-dessus, après, quelles seront les conséquences de l'usage? Je n'en sais rien, mais il est bien évident que là, on va avoir des révélations en cascade. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le style de l'administration Trump dans les 6 prochains mois. En fait, on va suffoquer quasiment les médias mainstream avec des révélations mais ça c'est pas les médias mainstream c'est vraiment on ouvre mais on y va au bazooka dans les 6 prochains mois. Ça va être des révélations complètement inimaginables quasiment tous les jours. Mais alors surtout si effectivement le plan de Peter Thiel donc est mis en place, parce que lui disait mais attendez, le meilleur moyen de lutter contre le complotisme, bon, il est un peu bizarre Thiel là aussi, c'est de la transparence totale. Bon, en ce qui concerne le gouvernement ou l'État, c'est clair, ouais. Mais donc t'es en train de me dire que en fait ils vont balancer, ils vont t'ouvrir tout le dossier. Ah mais ils vont balancer. Et donc ça veut dire que donc Epstein, tout ça, on va voir tous ces gens qui vont venir en France, genre Oprah Winfrey, déjà Generate, comme je l'appelle. C'est méchant, je sais, faut pas faire ça. Oui, mais, qui est déjà en Angleterre d'ailleurs. Donc on va voir une migration de gnous corrompus américains, de célébrités déchues, de célébrités déchues vers l'Europe. Oui, ou vers la Nouvelle-Zélande pour ceux qui sont pour les plus fortunés qui s'étaient acheté des bunkers en Nouvelle-Zélande. Donc Peter Thiel, Peter Thiel, non mais il était pas le seul, il y en a plein, il y a plein de milliardaires américains qui a fait ça. Bon, enfin bon. Oui, non merde, c'est les États-Unis. Mais non, on va voir ce qui va se passer, mais il est clair que là-dessus. Bon, alors on sait très très bien que la vérité, enfin en tout cas beaucoup d'informations vont sortir sur les très très grosses affaires, Puff Daddy et puis Epstein. Et là-dessus 11 septembre, JFK. 11 septembre. Alors attends, sur Didi, j'entends le nom de Condoleezza Rice. Non mais tu te dis, non mais attends, mais monsieur. Donc non, ça va être. Sur le volet français, c'est assez drôle aussi, puisque pour les, je sais pas quel anniversaire de Puff Daddy, il y avait une grosse fête qui avait été organisée, alors payée par le Maroc, pour faire venir plus de monde à Marrakech, et t'as des gens qui aujourd'hui sont en train de dire, mais attendez, il y avait des partouzes, etc., où on proposait de l'ecstasy et de la coke dans des bols. Bon voilà, il y avait Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, enfin bref, tout le monde était là, tu vois, au Maroc, à Marrakech, quoi, voilà. Non, mais là-dessus, bon, je crois que c'est même pas la peine d'essayer de spéculer. Je pense que on s'installe confortablement et puis on regarde le spectacle. Je pense que ça va être. Mais pour l'Europe, parce que là effectivement, un certain nombre de révélations aux États-Unis, mais je pense que vu les comportements de l'ensemble de la classe, de l'ensemble de la classe politique européenne, qu'ils soient de droite ou de gauche, vous avez de Trump depuis 2016. Là, il y a aussi beaucoup de revanche à prendre. Et puis surtout, je pense que ce que Trump va pas pardonner, d'ailleurs pas plus que les Américains, c'est la manière dont, sous les 4 ans d'administration de Biden, les Européens se sont fait les instruments du contournement du premier amendement.
du contournement du premier. C'était ça le complexe industriel de censure, en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, quelques pays scandinaves, etc., blabla, des ONG, de pouvoir aller directement taper sur les plateformes américaines afin de supprimer les discours politiques qui dérangent, non? Oui, avec la directive DSA, mais en particulier. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que quelqu'un comme Breton, on comprend pourquoi est-ce qu'il est complètement frénétique, là. Oui, non, mais de toute façon, on a déjà vu les effets de la victoire de Trump le 5 novembre. Trudeau a démissionné. Maintenant, sur les Européens, c'est une crise politique majeure. Alors là, c'est plutôt un effet Musk en Allemagne, avec quand même maintenant la CDU qui est plus dans une position, en tout cas dans les sondages, pour former une coalition gouvernementale avec simplement les Verts. On a l'AfD donc qui enregistre des scores dans les sondages que j'avais jamais vu. Starmer, là aussi, c'est quand même l'effet. L'Angleterre, c'est mort. Starmer, c'est tous les gens qui ont les moyens de se casser du Royaume-Uni aujourd'hui que je connais le font. Bon, Macron est en survie artificielle et quand on pense qu'en plus tout ce qu'il tient encore à la vie c'est Bayrou, on est quand même. Non, mais c'est pour ça ceux qui me disent que oui, Macron il finira son mandat. Je pense qu'il rêve. Macron il finira pas l'année. Donc quand même déjà les conséquences sont énormes. Et alors là je parle pas. Alors là maintenant et on peut peut-être entrer dans le détail un petit peu, en tout cas l'inventaire à Prévert des décrets présidentiels, mais là. Alors Renaud, de quel sexe es-tu? Es-tu un homme ou es-tu une femme? Bah oui, moi je suis un homme, oui. Ça c'est évident. Mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que bon là, plus de tout de programmes de DEI dans toute l'administration fédérale, quand même assez gigantesque. Bon, attention, DEI, donc diversité, équité et inclusion, ce qui veut dire aussi également. Alors c'est également la fin de la discrimination positive, non? Alors ça c'est un peu plus compliqué parce que DEI. C'était le cas. En tout cas, il y a quand même eu un jugement de la Cour suprême qui l'a imposé dans les universités déjà ça. Oui, c'était d'ailleurs qui date déjà d'il y a un certain temps puisque. C'était avant ça la grande décision. Il y avait eu quand même déjà des coups de canif de la Cour suprême, même lorsque Breyer était encore à la Cour suprême. Donc là-dessus sur la discrimination positive, c'est un autre sujet. Le DEI, c'est simplement tous ces programmes qui sont des programmes de management en fait qui viennent en fait former les employés à sensibiliser les employés à la diversité, l'équité et l'inclusion. L'équité étant une sorte de, c'est pas du tout l'équité au sens d'Aristote, c'est l'équité, ça veut dire égalité intersectionnelle. Donc c'est c'est en gros la traduction 30% de telle communauté dans tel bidule machin, donc il doit y avoir 30% de postes de direction. Donc oui, c'est la traduction en espèces sonnantes et trébuchantes presque de l'évangile woke, le DEI. C'est ça. L'évangile woke elle vise à ça. C'est-à-dire que c'est la façon dont cette espèce de culture et cette espèce de sociabilité woke qui est née au départ dans les universités a en fait pénétré la totalité des bureaucraties managériales et étatiques. Alors c'est difficile de faire le ménage dans la bureaucratie managériale, encore que les grands groupes, je pense à des groupes comme Walmart, etc., ont déjà en fait préempté la position de l'administration fédérale en fermant leur département DEI. Et puis surtout, c'est pas ça, c'est qu'il y avait la pression d'un certain nombre de fonds par nos actionnaires militants, y compris BlackRock qui vient de se casser, par exemple, de l'IHG.
alors ça c'est encore une autre connerie. Ah oui, de toute façon. et puis BlackRock en fait, d'ailleurs BlackRock qui vient effectivement Ils ont peur aussi, hein. de sortir, et puis il y a les banques qui viennent de sortir de Net Zero aussi, de Ouais, tout à fait. Non, l'initiative. mais ils ont très très peur aussi. C'est marrant de voir tous ces gros fonds qui ont aussi très très peur de ce qui est en train de se passer. Ah bah oui, c'est une évidence. Mais On a vu comment il s'appelle le patron de BlackRock déjà, Larry Fink. Ouais, Oui. dire oh non, mais ils sont Trump, ça change rien. Je suis pas sûr parce qu'ils t'aiment pas. Voilà. non, on a eu une première vague en fait entrepreneuriale qui était Woke is Broke. Bon, go woke, go broke. Et puis là, on est en train. Alors là, c'est vraiment Trump en tant que PDG de toute l'administration présidentielle, de toute l'administration exécutive, qui dit ça suffit, on arrête le DI. Donc là, d'un trait de plume, c'est fini. Sur un autre sujet, un des décrets présidentiels de toute cette, il y en a eu près de 80, je crois. Hein, c'est un des décrets présidentiels les plus étonnants mais qui m'intéresse le plus, c'est quand même la sortie de l'OMS. Ah bah là c'est mort. Hein. C'est d'un trait de plume. Alors bon, je pense qu'il y aura des combats juridiques là-dessus parce que mais un trait de plume pour le moment c'est plus un centime à l'OMS quoi. Ah ben, plus un centime à l'OMS. Donc là-dessus, ça c'est quand même exceptionnel. Et puis quand même une interruption, enfin en tout cas une suspension complète de tous les programmes d'aide au développement. USAID, ça représente parce que ça représente, attention, USAID en 2023, ça représente 68 milliards de dollars. Paf, ça, ouais. Fini. Ouais. Je suis moi au bord d'une ONG d'ailleurs au Sénégal comme ça, qui est une ONG qui est spécialisée en plus. Alors là, ils sont spécialisés dans la santé reproductive et là c'est la panique complète. Parce que l'ONG est une des rares ONG, je dirais, bon, c'est pas une ONG française, elle a été fondée par un Français, mais c'est une ONG sénégalaise, mais c'est une des rares ONG, si tu veux, dans cette région, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et puis ils sont capables de parler de contrôle des naissances, mais surtout c'est etc. Voilà, de santé avait, des femmes, oui. Mais surtout qu'il y avait la plupart de ces financements qui venaient non pas de l'Union européenne, mais qui venaient de grandes fondations américaines et puis d'agences de développement américaines. Donc là, pour naturellement la promotion de l'avortement. et alors ils ont fait en plus ils se sont embarqués dans la promotion de l'avortement avec Bloomberg. Or maintenant avoir fait de la promotion de l'avortement, ça veut dire statut de blacklist. C'est blacklisté. Donc non, excuse-moi, quand on parle de Boilouf, on dit bougnoul listé. Donc parce que je rappelle que bougnoul en Boilouf, ça signifie noir, mesdames, messieurs, il y a rien de raciste là-dedans, hein. C'est la langue, hein. Comme Miakwe signifie paysan vietnamien. Bon, ça suffit, hein, maintenant, hein. Donc là-dessus c'est quand même très très lourd de conséquences. Et là-dessus, je pense que on va voir quand même une guerre ouverte de l'administration Trump contre ce qu'on a appelé le NGO Industrial Complex. Donc ça c'est vraiment une tendance très lourde qui est en train de se développer. Ils ont quand même, alors là c'est carrément une loi qui est passée en fait, qui a été en tout cas adoptée par le Sénat. Il y a une loi qui est sur l'immigration. Sur la fermeture de la frontière, en fait, qui est déjà passée. D'urgence, qui proclame un état d'urgence sur la frontière. Donc, ça veut dire la possibilité d'utiliser l'armée. Oui. Donc, à des fins de maintien de l'ordre. Oui, et alors après il y a donc j'en passais. Alors on a parlé on ressort d'ailleurs, ça c'est quand même très drôle. On ressort des accords de Paris, c'est quand même très drôle. Et un décret présidentiel, si mes souvenirs sont bons, qui met fin au programme combinatoire en faveur des véhicules électriques.
d'ailleurs, oui, exact, ouais. abolition du Green New Deal. On met en pause toutes les tous les Baby Drill. on met en pause surtout tous les contrats concernant les locations d'installations d'éoliennes offshore. C'est enfin bon, c'est le Golfe de Mexico qui devient le Gulf of America. Ouais, le Golfe du Mexico qui devient le Gulf of America. Donc on est vraiment dans quelque chose de très 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 massif. Ça va prendre des mois d'ailleurs à commenter ce qui vient de se passer, les conséquences. À comprendre. Et en attendant, il bouge vite. Il faut dire qu'effectivement, il n'a pas trop le choix que de bouger vite, quoi. Ah ben de toute façon ça c'était. Il faut l'utiliser à mort et. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la relative discrétion de J.D. Vance? C'est très intéressant, ça. Je trouve. Disons que Vance c'est quelqu'un qui je pense qu'effectivement c'est d'abord c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, profondément intelligent, très très tactique, très et je pense que là-dessus, en fait, Vance laisse effectivement les feux de la rampe à Trump, surtout pas lui faire de l'ombre d'ailleurs. Et puis pour se concentrer sur un certain nombre de dossiers, on va voir. Je pense que ce sera la politique étrangère, je pense, en premier chef. Non, la politique étrangère en premier chef. Donc je pense que ce sera un vice-président très actif, très impliqué. Mais en même temps, Vance, c'est on a vu très très bien comment étaient réparties les tâches pendant la campagne. Vance, c'était la bête des médias. On l'envoyait sur les. Alors, ce qui était dingue, c'est que effectivement, c'est lui qui allait chez les mainstream. Ouais. C'est lui qui allait sur les chaînes mainstream et qui se les farcissait les uns après les autres. Ah oui, c'était impressionnant. Avec des ficelles rhétoriques qui étaient assez habiles d'ailleurs, parce qu'en fait, à chaque fois il me disait mais que quelque chose d'énorme était prononcé par les journalistes des médias mainstream, ils disaient mais vous écoutez un petit peu, vous avez réalisé ce que vous venez juste de dire, et ça marchait mais à tous les coups. Ça marche à tous les coups avec le mainstream. Aujourd'hui. Et en même temps, ce qui était amusant, c'est que non seulement il allait sur les médias mainstream où là en fait c'était le pitbull de Trump sur les médias mainstream, et sur les podcasts, très bon aussi. Mais il allait aussi sur les podcasts en fait. Theo Von était excellent. Il est passé chez Theo Von, c'était formidable. Excellent le type. Il est passé chez Rogan quelques jours après Trump. Enfin bon, et d'ailleurs je crois que en fait le podcast de J.D. Vance avait été à peu près presque plus écouté que celui de Trump. Donc non, là-dessus on va voir, et je crois que ça a été là-dessus, c'est un choix qui s'est avéré extrêmement judicieux de la part de Trump de nommer J.D. Vance. Donc et puis il a été en même temps assez fidèle à son image, c'est-à-dire qu'il est capable effectivement de s'effacer. En plus il a une femme qui défraie pas mal la chronique en termes d'élogieux. Drôle, elle est plutôt assez drôle. Tout le monde salue son. Elle s'en fout des médias, elle s'en fout de son image, elle dit ce qu'elle pense, quoi. Donc, ce qui fait du bien aux gens, quoi. Donc là-dessus, sur le plan de l'image, je crois que Vance a été absolument parfait dans la journée d'hier. Ce qui était pas une surprise d'ailleurs. En revanche, on a vu Krakoukas, notre Krakoukas national, Éric Zemmour et puis sa compagne Knarfo parader. Alors sur Twitter naturellement. Oui, j'ai vu ça. Ces gens sont ridicules, soyons clairs. Ils sont ridicules. Quand même, les plus ridicules, c'est la famille Arnaud qui était allée au grand complet, quoi. La famille Arnaud Bernard. Ça, j'ai pas vu, en fait. Ah, si, ils sont derrière tout ça. Si, Arnaud. Ils étaient derrière Obama, c'est ça? Libération, oui, regardez-moi. Nous, la famille hydrocéphale est sur place.
Mais oui, il était derrière Obama. Ouais. D'accord. Il était derrière les vice-présidents. Ouais. Ok. Il était avec la troupe des Bezos et compagnie, voilà. Donc, mais ce qui vaut bien dire, encore une fois, moi, ce qui me fait quand même marrer, c'est de voir ces gens qu'on dit hyper puissants. Enfin, certains disent que c'est pas vrai. Le président de la République française a bien été invité. Regardez, Arnaud y était. Bon, mais tous ces gens, ces milliardaires qu'on dit hyper puissants, qui d'un seul coup viennent faire tout simplement allégeance comme de pâles boyards, quoi. Voilà. Ah bah là il y avait tout le monde parce que bon non seulement bon Voilà, il y avait Musk bien évidemment, mais il y avait aussi Bezos, il y avait Zuckerberg, comme d'habitude. ouais, qui est donc oui non. Il le fait exprès, mais il y a un moment, ça va lasser, quoi. Ça faut qu'ils s'en rendent compte, c'est qu'il y a un moment, ça va lasser. Alors là, ils sont tous là en France. Salut nazi, extrême droite, raciste, fasciste. Que ça n'a rien à voir avec ça, c'est même pas un salut romain. Je pense que le type était tellement plein de lui. C'est un autiste, hein. Enfin, ça se voit la manière dont il saute, dont il marche, quoi. Asperger, voilà, mais c'est pas grave. Mais bon, il y a quand même un moment où je pense qu'on va lui dire de se calmer, quoi. Y compris des gens comme Thiel et compagnie. Bah, écoute, Elon, t'es gentil, mais hein, tu t'appelles Elon Musk, pas Melon Tusk, quoi, voilà. Mais je pense que bon, autrement sur la journée Trump, une fois qu'on a parlé effectivement des décrets présidentiels avec quand même des très gros effets d'annonce, des choses très très lourdes comme la sortie de l'OMS. Bon, maintenant on va voir effectivement ce que les quelques mois à venir nous réservent pour sûr, ça va être rempli d'événements. Peut-être que on pourrait terminer en revenant sur le point de départ, sur notre point de départ qui était quand même Biden. La libération de Leavenworth. Non, qui était surtout Biden. Ouais. Avec peut-être son discours discours d'adulte était quand même très très bizarre. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'en ai pensé, mais c'est pas bizarre, c'est surréaliste, c'est dissonance cognitive, c'est rien à voir avec la réalité. Écrit par des gens qui visiblement non, ça c'est oui, non, c'était le pire que j'ai quand même vu, c'est le discours de Blinken, quoi. Mais alors lui, oh mon Dieu. Oui, est-ce que c'est en même temps pendant le discours d'adieu de Blinken que Sam Husseini a été sorti de force de la salle, ou est-ce que c'était Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors parce que ça aussi, ça a quand même pas mal défrayé la chronique. Donc Sam Husseini, c'est quand même un des journalistes les plus, je dirais les plus intéressants de toute de tous les médias, tous les médias indépendants. Qui est quand même très très quelqu'un qui connaît très très bien les questions de politique internationale, politique étrangère, et qui s'est fait sortir Manu Militari en pleine. Par la sécurité, ils ont rappelé parce qu'il posait des questions à Blinken. Les images sur Twitter, qui circulent abondamment sur Twitter, c'est quand même assez choquant là-dessus. On voit un petit peu qui est Blinken, c'est tout. Ce type est ces gens, franchement. Alors moi je comprends pas. Moi si j'étais Macron. Ce que je ferais, c'est que aujourd'hui, depuis 2022, la justice française, par la Cour de cassation, a déclaré sa compétence universelle en matière de crimes de guerre. Bon, on y va. George W. Bush, Tony Blair, Barack Obama, tout ça, boum, boum, boum. Ces gens-là, Blinken, Biden, boum, boum. Bon, c'est politique, faut en avoir, mais je pense que ça ferait marrer, quoi. Non. Moi, je le ferais. Parce que ce type, Blinken, est un criminel de guerre. On lui doit la guerre en Ukraine, on lui doit, complètement impliqué dans la corruption de Biden, depuis le début, Ah mais en même temps, alors ce qui est intéressant avec Blinken, c'est que en même temps il avait fondé un certain nombre d'entreprises non, pas d'ONG, alors c'était vraiment des for profit, hein. C'était des sortes d'entreprises en fait qui étaient des contractants, notamment des contractants du complexe militaro-industriel israélien, notamment sur l'intelligence artificielle, et les entreprises qu'avait fondé Blinken étaient très très en pointe dans ce qu'on appelait à l'époque autour de 2020, j'avais écrit un article sur mon Substack là-dessus, ce qu'on appelait un programme de militarisation de la vérité.
avec tout et là-dessus Blinken avait mais avec des alliés très néocons et Blinken était très très en pointe sur ces questions-là. Donc Blinken est quelque part aussi une sorte de pièce maîtresse du complexe de désinformation et c'est donc il va ramasser lui aussi, je pense. Lui aussi. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant avec Blinken, c'est que il y a quelques articles en même temps qui sont sortis. On a du mal à savoir. Alors là, c'est très intéressant. Taibbi a fait un petit article justement après sur les questions posées par la fin de la présidence Biden, et notamment sur savoir qui en fait tirait les ficelles à la Maison Blanche. Et parce que en fait, c'est assez étrange parce que on a il y a en fait toute une palette de personnages dont Taibbi parle, mais c'est surtout un individu qui s'appelle Klein et puis le speechwriter qui est un principal conseiller, qui est un proche de Biden, qui s'appelle Don Elon, et là-dessus il y a toute une palette de personnages qui apparaissent dans l'article de Taibbi sur qui sont les membres en fait du Politburo qui dirige les États-Unis pendant les 4 années précédentes. Blinken faisait partie, je dirais pas du premier cercle en fait si on lit l'article de Taibbi. En revanche, ce que Taibbi conclut en disant il y avait d'autres personnes derrière tout ça, et notamment un certain nombre d'oligarques qui figuraient de façon très très prominente dans le Politburo qui a dirigé les États-Unis pendant. Des dirigeants de Google, on va parler aussi du patron de LinkedIn. Oui, de Reid Hoffman, oui, qui était. On va parler, alors j'ai un petit peu méchant, mais on va parler de quand même d'une grosse partie de filière juive sioniste. Quand je dis juif sioniste, c'est parce qu'il y a des sionistes catholiques, enfin des sionistes chrétiens aux États-Unis. Donc il y a quand même cet aspect-là. Et Blinken était quand même là. Sullivan aussi, c'est pas mal non plus. Jake Sullivan était même en fait. D'après Taibbi, Jake Sullivan était dans l'organigramme en fait du Politburo qui opérait à la Maison Blanche pendant 4 ans. Sullivan était sans doute plus influent que n'était Blinken. Ouais, bien sûr. Donc là-dessus, des choses. Je pense qu'on n'a pas fini de démêler les fils de cette présidence que Taibbi nomme à juste titre une présidence virtuelle. C'est ce qui c'est plus carrément ça, quoi. Biden aurait pu être un hologramme, ça n'aurait rien changé. Là-dessus, c'est ce qui sort très très clairement d'ailleurs du discours d'adieu de Biden. On voit très très bien. Encore une fois, ce discours d'adieu c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est une sorte de pastiche du discours d'Eisenhower sur le complexe militaro-industriel, mais sous forme d'ailleurs Biden se réfère clairement à un tech industrial complex, mais on est dans le pastiche permanent, et on est vraiment dans un discours qui est complètement, on dirait qu'il a été écrit par une intelligence artificielle. C'est assez. Bon, je pense que c'est carrément le cas, mais bon, c'est pas de la même manière qu'on sait très bien que toute la guerre en Ukraine du côté OTAN a été planifiée par de l'intelligence artificielle. On voit le résultat. Bon, voilà. Et ce qui est d'autant ce qui est d'autant plus dingue, c'est qu'en même temps, il y a cette mise en garde contre une montée de l'oligarchie. Or, jamais, en fait, une administration n'aura autant promu d'oligarques. À commencer par quand même le symbole d'accorder des grâces présidentielles à tous ces exécutants de basse œuvre. C'est donc. Les États-Unis de manière générale, au niveau fédéral, a toujours été plutôt une oligarchie. La démocratie, elle s'exprimait
au niveau des États et au niveau local, hein, on est bien d'accord. Et c'est cet équilibre entre les deux qui faisait que ça fonctionnait. Là, on a vu depuis Obama, en fait, hein, mais une oligarchie reprendre le pouvoir. Alors, je sais pas si tu te souviens de ce bouquin de Oldby qui s'appelait la guerre des cow-boys contre les Yankees. Oui. Donc les Yankees étant donc les bons vieux WASP, hein, donc la côte est, hein, et les cow-boys tombent bien sûr le Texas, mais aussi la Californie. Est-ce que c'est ce que l'on voit? Est-ce qu'on voit la victoire des cow-boys contre les Yankees? Je sais pas si c'est vraiment oui, ça me paraît être une possibilité. Ça peut être, c'est clairement quand même un coup du sort quand même qui est joué à cette espèce de classe professionnelle managériale qui. Mais je vais t'interrompre très vite. Ouais. On voit très bien là, c'est la Silicon Valley qui lamine Wall Street. C'est la Silicon Valley qui lamine Wall Street, mais en même temps, c'est quelque part la Silicon Valley qui vient quand même s'agréger à une authentique révolte populaire, qui fait d'ailleurs que vraiment on a une victoire électorale qui est retentissante. Là, je crois quand même que faudra méditer sans doute l'effet de ce qu'avait fait l'administration Biden, qui avait été à mon avis relaté par très très bien par Marc Andreessen. On en avait parlé ici lorsqu'ils avaient convoqué tous les patrons de la tech et leur avaient dit les gars, l'intelligence artificielle c'est fini, on verrouille, deux ou trois groupes contrôlés par nous et c'est même pas la peine d'investir dans l'intelligence artificielle, faites autre chose. Et je crois que ça a été le moment de la révolte de l'industrie de la tech qui s'est en fait fait le protecteur du mouvement populiste américain. Donc c'est vraiment. Ouais, mais ça, c'est marrant. Mais donc si je me permets encore une fois de t'interrompre. Ces gros trucs, on sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Derrière, c'était Google Alphabet. Hein. Oui. Voilà, soyons clairs. Très bien. On sait très bien qu'aujourd'hui, alors ils se sont pris une veste totale avec leur IA Gemini que personne n'utilise parce qu'elle est tellement biaisée que c'est pas possible. Et donc là, Google, ce que eux vont ramasser, parce qu'en fait, c'est vraiment eux le problème. Microsoft et Google. Bon, Microsoft, c'est clair, sorti de l'OMS, Bill Gates, bye bye. Et puis plus, révélation Epstein, le mec qui va aller vivre sur une île, effectivement, jusqu'à la fin de ses jours. Et il va se taire. Voilà. Parce qu'il pourra plus voyager, il sera sous le coup de mandats internationaux tout tremblement. C'est ce qui justifie pourquoi il avait injecté dans Future Forward, le super PAC de Reid Hoffman. Le truc du mec de LinkedIn, c'est ça. C'est dans 50 millions de dollars dans les dernières semaines de la campagne présidentielle. Je rappelle quand même aussi que les Googles étaient les principaux financiers principaux donateurs le premier donateur de la campagne de Kamala Harris. Hein. Très largement devant tout le monde, et donc surtout quand on sait que un certain nombre de choses ont été utilisées en matière d'intelligence artificielle développées par Google, hein, pour notamment contrer le recrutement djihadiste sur les réseaux sociaux. Hein, donc, Google a récupéré cela, et que cela a vraisemblablement été utilisé effectivement aux États-Unis. Est-ce que c'est le genre de révélation en termes de liberté de la parole, etc., qu'on va pouvoir voir, parce que je vois Zuckerberg est terrorisé, mais c'est un petit, c'est un gros malin parce qu'il a réussi à conserver la mainmise sur son entreprise, alors que généralement c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein, dans la high tech. Hein. Il fait ce qu'il veut, hein, sur Meta, hein, son board, son conseil d'administration, c'est des gens qui vont lui donner des conseils, quoi. Mais sinon c'est lui qui décide, hein, puisqu'il a la majorité, il a suffisamment il possède suffisamment d'actions de son groupe pour pouvoir décider. Est-ce que tu crois qu'on va pas voir des révélations dans ce sens-là, justement, ce que la Big Tech a fait? On a vu que ça. En particulier Google, parce que Facebook, c'est pas si problématique que ça. Zuckerberg est un petit, un coup à droite, un coup à gauche, bidule machin, on voit très bien comment il fonctionne, bon voilà. Mais le problème, c'est vraiment Google et Microsoft, hein, soyons clairs. Et Amazon. Je dirais Amazon Web Services, c'est problématique aussi.
Non, je dirais qu'on a vu que ça depuis 4 ans. Maintenant, je pense qu'effectivement, il va y avoir une cascade de révélations sur des groupes non alignés avec la nouvelle majorité comme Google et Microsoft. Bon, là, je pense que la chute. Mais si sont je pense que alignés, ça veut dire que donc ce serait une vengeance politique. Moi, je parle de choses qui ont été faites. Bah, disons que ils sont alignés sur la majorité politique sortante. Donc c'est une voilà, et ont été instrumentalisés, je dirais militarisés, comme arme de guerre contre les opposants politiques pendant dans les 4 ans qui viennent de se passer. 4 ans, mais bien avant, ça a commencé sous Obama, quoi, soyons clairs. Sous Obama. Bon, alors il est clair que je pense que la chute sera plus dure et plus brutale en fait pour Bill Gates que pour Google, mais il est évident. Mais non, ce qui est terrifiant en fait, c'est le fait d'être cassé, brisé. Enfin, je parle de l'antitrust, on est bien d'accord. Oui. Que ce soit Google ou Meta ou Amazon ou Microsoft, c'est le fait d'être cassé, ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps d'ailleurs, mais bon. Ce qui avait déjà mis à genoux en fait Bill Gates dans les années 90 et ce qui avait entraîné cette énorme campagne d'image autour de Bill Gates pour lui refaire une virginité et avec son investissement massif dans des je rappellerai quand même que Bill Gates il est aussi le premier propriétaire foncier américain, ça je comprends. C'est quand même privé, oui, c'est donc c'est le premier propriétaire foncier aux États-Unis, c'est l'État fédéral. Oui. Mais ça c'est pareil, donc le mec, oui, non, vous avez bouffé des insectes, tout ça. On a affaire à un fou. Il y a un moment, ces gens-là, au moins Howard Hughes, il y avait quelque chose de génial dans le type. Et puis au bout d'un moment, très bien, mais il était parti, voilà. Il achetait des casinos à Las Vegas. Bon, je sais pas trop ce qu'il faisait. Mais c'était un type, un mec comme Bill Gates, il faut l'arrêter, quoi. Oui, non, mais ça, de toute façon, je pense que c'est un malade. Là, on rentre sur le phase toboggan pour Bill Gates. Ça va être la descente aux enfers, là. Tout à fait, pour Bill Gates. Et puis donc effectivement notre ami de LinkedIn, là, Redman, je sais pas comment il s'appelle. Reid Hoffman. Reid Hoffman, ouais, tout à fait. Puis il y a tout. Puis il y a aussi Pritzker, qui est quand même. Ah oui, putain, les Pritzker. Ah bah eux, ils vont. Mais alors eux, la famille mafieuse ukrainienne juive. Ah ben Pritzker qui est notamment en fait des mafieux, c'est pas possible. Pritzker qui pendant la convention nationale du Parti démocrate, je rappellerai que Pritzker est quand même aussi gouverneur de l'Illinois, ironisait dont il contrôle le commerce, because leur ligne maritime sur les Grands Lacs. Non, il ironisait sur Donald Trump en disant que lui, Pritzker, était un vrai milliardaire. Donc c'était un vrai quoi, pardon? Pritzker ironisait et se moquait de Donald Trump en disant que lui, Pritzker, était un vrai milliardaire. D'accord, oui. Bon, c'est il a hérité de tout ça. Ouais. Donc bon, je pense que maintenant à voir ce qui va se passer, mais en tout cas, on est dans des développements historiques. C'est une évidence. The French invaders